Bienvenue à toi. Avant de commencer l'épisode, je veux te dire ceci. Dans cet épisode, je vais te parler de manipulation, manipulation de la pensée, manipulation des mots. Je vais te parler de stratégie. Et il faut que tu sois prêt à peut-être avoir une autre perspective des choses. Et je te mets en garde parce que je veux que tu sois prêt. Si tu n'es pas prêt, alors peut-être qu'il vaut mieux que tu passes ton chemin et que tu n'écoutes pas cet épisode parce que ça va, je l'espère, t'amener à réfléchir d'une autre manière, à voir les choses d'une autre manière. Et je veux vraiment que tu le fasses en conscience et que tu ne sois pas dans cette obligation, ou en tout cas dans le fait de n'en avoir pas été informé au préalable. Donc voilà, si c'est ton choix et que tu sois stressé, on y va pour l'épisode. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors je t'invite dans cet épisode à faire bien attention aux mots que je vais employer, parce que ça va vraiment être le sujet principal de la pensée que je vais développer. T'es d'accord avec moi? On pense avec des mots qui existent. On n'invente pas des mots pour s'exprimer. Personne ne fait ça. On prend des mots dans le dictionnaire pour exprimer notre pensée. Ça s'appelle du vocabulaire. Et plus on en a d'ailleurs du vocabulaire, plus on peut exprimer avec justesse ce que l'on ressent et ce que l'on veut dire. Quand on change les mots, quand on en supprime, quand on en ajoute, l'idée change aussi. Dans ses conférences gesticulées, Franck Lepage, je te mettrai le lien en description, nous parle de la langue de bois. Des mots que les politiciens, les chefs d'entreprise, utilisent, qui n'ont pas vraiment de sens. Des mots comme partenaire local, lien social, territoire, patrimoine, projet. Tous ces mots que l'on entend à toute la journée et que l'on observe très bien chez nos politiciens. Des mots qui ne veulent pas dire grand-chose en fait. Qu'est-ce que c'est un projet ? Qu'est-ce que c'est le lien social? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait? Et pour expliquer cette idée qu'il développe, il nous donne cet exemple. Donc, avant d'être conférencier, il travaillait dans la culture. Il aidait les pauvres à se cultiver, comme il le dit si bien. Donc il amenait la culture dans les banlieues, et comme il le dit très bien aussi, c'était surtout à base de contemporain, de danse contemporaine, etc. Bref. En 1968, il explique que un pauvre, d'ailleurs je suis sûre que ça te choque quand j'emploie ce terme-là, c'est intéressant, interroge-toi pourquoi ça te choque, ce mot pauvre, pourquoi ça te fait crisser les oreilles. Il explique que ils appelaient dans leur ministère un pauvre un exploité. Et là, il y a un truc intéressant qui se passe dans ton cerveau quand tu dis ce mot exploité, c'est que tout de suite, tu penses à l'exploiteur, celui qui exploite, n'est-ce pas? S'il y a un exploité, ça veut dire qu'il y a un maître, un exploitant, un exploiteur. Et ça, c'est pas joli. Ça amène trop de réflexion. Et d'ailleurs, personne ne veut être un exploité. Personne ne veut se faire exploiter, consciemment. Alors ce mot, le ministère, il l'a changé. Il l'a transformé en défavorisé. Et là, observe bien comme le concept change. Le pauvre est toujours pauvre. Il habite toujours dans sa banlieue. Rien n'a changé à sa situation. Par contre, quelque chose s'est passé dans ta tête à toi. C'est qu'il n'est plus exploité,
ce n'est plus la faute de, ce n'est plus une victime d'un système, d'un exploiteur. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute à la vie. Voilà, il est défavorisé, c'est un état de fait. Alors qu'être exploité, c'est une causalité. La cause, c'est l'exploiteur, la conséquence, c'est l'exploité. Quand t'es défavorisé, juste t'es défavorisé, voilà, c'est un peu, pas de chance, quoi. T'es né à un mauvais endroit, une mauvaise famille, voilà, pas de bol. Et donc là, le concept disparaît complètement. Il n'y a plus de victime. Il y a la faute à pas de chance. Il donne d'autres mots comme ça que je vais te donner pour que tu comprennes bien de quoi je parle. On entend beaucoup, ces temps-ci, c'est depuis quelques années, nos politiciens nous parler de croissance négative. Mais je t'interroge, toi, derrière ce micro-là. Qu'est-ce que ça veut dire la croissance négative ? Quelque chose qui croît, qui grandit, mais de manière négative, donc dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est que ce mot et qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, il nous explique que c'est justement de la langue de bois, que la croissance négative, ça veut juste dire récession. Mais récession, c'est pas joli, ça fait peur et ça amène à réfléchir. Alors que croissance négative, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup moins chargé émotionnellement. C'est de la croissance négative. On en revient à exploiter, défavoriser. C'est un état de fait. La croissance est négative. Alors que la récession, là, c'est pas chouette. Il explique aussi qu'on ne parle plus, donc je te rappelle qu'il était dans le ministère de la Culture. Il explique aussi qu'on ne disait plus échec scolaire, mais qu'on disait réussite différée. Tu vois comme c'est intéressant ? Comme les mots changent le sens de la phrase et le concept. Ce n'est pas ça, ce n'est plus un élève qui ne réussit pas d'ailleurs. C'est une réussite différée, c'est un élève qui potentiellement va réussir à un moment donné dans le futur. Il explique qu'il a entendu aussi quelqu'un qui s'était fait décruter, à l'opposé de recruter. Il s'est pas fait licencier, il s'est fait décruter. Et je t'en donne une toute dernière, si comme moi t'es né dans les années 90, tu as dû entendre souvent qu'avant, on parlait de pays sous-développés. T'es d'accord avec moi ? Avant, on parlait de l'Éthiopie, de la Somalie, etc. Voilà, plein de pauvres pays. On disait de ces pays qu'ils étaient sous-développés. Et regarde comment on les appelle maintenant. Comment on les appelle aujourd'hui, en 2024, ces pays-là ? Qui, malheureusement pour eux, mais bon, voilà, c'est pas moi qui fais les lois, n'ont pas beaucoup évolué. On ne dit plus sous-développé. On dit en voie de développement. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre ? Non. Par contre, le concept n'est plus le même. Ils sont en voie de, donc ils avancent, c'est positif. Alors qu'avant, ils étaient en dessous de, inférieurs. Alors que là, ils sont en marche, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Il y en a un autre, et il y en a plein des comme ça. Moi, quand j'étais petite fille, on disait un aveugle. Maintenant, on dit non-voyant, sourd. Aujourd'hui, on dit malentendant. Tu vois, tous ces mots-là, tout ça, ça a du sens. Et quand on retire les mots, puisque clairement, on les a enlevés. C'est ça que je voulais dire au début quand je te disais pauvre. Aujourd'hui, on dit plus pauvre. Ça se fait plus, c'est plus dans nos valeurs, on dit pas pauvre, c'est un peu genre méchant. Pourtant, la réalité c'est ça, je veux dire, le pauvre est toujours pauvre, même si on l'appelle plus un pauvre. Il est quand même pauvre. Non, on l'appelle un pays en voie de développement. Et ça c'est important, parce que quand les mots disparaissent,
eh ben l'idée même disparaît. Et là, il faut faire attention. Parce que si on n'a plus d'idées pour penser, ben notre pensée, elle change complètement. Si on change les mots, si ils changent les mots, ceux qui nous gouvernent, et ça marche dans toutes les langues, hein, en anglais c'est pareil, hein, et en espagnol, et blablabla. Si on change les mots, on change le concept, puisque, comme je te disais au début, on n'invente pas des mots pour penser, pour dire. On prend les mots qui existent. Mais quand on enlève les mots du dictionnaire, hein, de la langue, eh bien, on change la pensée. Ça me fait penser à un livre que tu devrais lire si tu ne l'as pas déjà fait, un livre culte qui s'appelle 1984, qui a été écrit par George Orwell en 49, je crois, faudrait que je vérifie. Enfin, il y a super longtemps. Bon, à la fois, c'est pas si loin que ça, mais je veux dire, c'était quand même une autre époque, un autre monde, clairement. Hein, il n'y avait pas Facebook. Et il décrit, dans son roman, il décrit un monde, c'est bien plus qu'une société, c'est un monde qui est divisé en 3 parties. Donc je sais plus comment il s'appelle, voilà, l'Océania, je me rappelle, et tu as 2 autres parties, donc le monde hein, est divisé en 3 continents, on pourrait dire, si tu veux. Et ils se font la guerre, hein, comme ça, les uns les autres. Et on suit un prolétaire, une sous-merde hein, qui s'appelle Winston, et qui travaille dans le ministère de l'amour, je crois. Ah non, le ministère de la vérité. Le Miniver, hein, le ministère de la vérité. Et donc, son job, c'est justement de changer les mots, de modifier les mots, parce que ils ont compris, et nos politiciens ont compris que les mots ont du sens, et que si on change les mots, on change le sens, on change la pensée, on agit directement sur les êtres humains. Son job à Winston, c'est de changer les mots. Par exemple, ce dont ça m'a vraiment marqué, il y a la bonté. Eh bien, l'inverse, dans ce monde-là, l'inverse de la bonté, c'est l'imbonté. Le mot mauvais n'existe plus et est carrément interdit d'utilisation, même si des anciens, admettons, s'en souviennent. Le mot mauvais n'existe plus. L'opposé de bonté est l'imbonté. Et ça, tu vois comme ça change tout, comme ça change tout le sens. Parce que dans imbonté, bien sûr, on comprend ce que ça veut dire. C'est l'inverse de bonté. Eh ouais, mais ce qui est plus insidieux, c'est que l'inverse de bonté, il y a quand même du positif dans. C'est pas mauvais. C'est imbonté. Il y a quand même un sens positif et qui, encore une fois, est factuel. Qui n'a pas d'effet. Le mauvais aurait un effet sûr. Alors que l'imbonté est factuel. Il n'y a plus de cette interrogation peut-être possible, qui est mauvais? Qui fait le mal? Non, il y a simplement l'imbonté. Donc il y a, au lieu d'avoir un mauvais, il y a quelqu'un de un bon. Mais dans un bon, il y a bon. Ça veut dire qu'en lui, il y a quand même une part de bonté. Bon, alors après, c'est sûr, me lance pas sur le sujet, puisque je pense que oui, nous avons tous une part de bonté, même pour les plus méchants d'entre nous. Mais enfin, tu vois, c'est hyper intéressant ce bouquin-là, je t'invite vraiment à le lire. Hein. Puis en plus, quand tu vois dans les années où il a été écrit, tu dis waouh, le mec est un visionnaire. C'est un livre culte, hein, vraiment, je pense que tout le monde le connaît, mais si tu l'as pas lu, lis-le. Et en fait, je te parle de ça parce que, donc, au jour où je te parle, on est mercredi 12 juin. Et dimanche dernier, il y avait les élections européennes. Et donc, c'est le Rassemblement national hein, qui a été élu à la majorité.
Je viens pas te parler de ça, je viens te parler de la réaction des gens ensuite. Pourtant, on est bien d'accord que c'est une démocratie. Donc, si la majorité des gens votants ont élu ce parti, voilà, le peuple a parlé, j'ai envie de dire, le peuple votant a parlé. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est la réaction des gens derrière, que j'ai vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, parce que je ne vote pas et je suis apolitique, mais donc je ne savais pas qu'il y avait des élections, mais par contre, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé des réactions très chargées émotionnellement, très chargées de peur, de colère, de dégoût, voilà, des émotions comme ça très, très denses, très lourdes. Je me suis demandé, mais d'où ça vient ce truc avec, alors ce qu'on appelle maintenant le Rassemblement National, mais ce qui n'est ni plus ni moins que de l'extrême droite. D'où ça vient cette haine viscérale contre ce parti? Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'historique. Je pense que nous, Français, sommes comme encore traumatisés de la guerre, du nazisme. Voilà, donc je pense qu'il y a un effet comme ça transgénérationnel qui n'est pas à nier. Mais je pense aussi qu'on s'est fait manipuler. Alors attention, je te précise, je te le redis, que je suis absolument apolitique. Donc je ne fais pas l'apologie ni d'un parti ni d'un autre. Je ne défends aucune idée, mais en fait ça m'interroge, pourquoi tant de réactions, outre le fait d'être contre ces idées-là que défend ce parti. Pourquoi c'est tellement chargé émotionnellement? Enfin, je sais pas, il y a des gens de droite qui sont absolument pas d'accord avec les gens de gauche. Pourtant, il n'y a pas ce truc de émotionnel, quoi. Et en fait, quand tu regardes les mots qu'ils emploient, tu te dis, ah ouais. Tu vois, par exemple, ce mot, je suis sûre que tu le connais, diabolisation. Ce mot, il est hyper intéressant. Diabolisation. Qui est attribué à quelque chose où il y a le diable dedans. Le mal incarné. Le diable, tout ce qu'il y a de pire sur terre et dans le divin. Le diable, l'opposé de Dieu, le mal suprême. L'étoile noire, quoi. Et ouais, mais ça fait combien d'années qu'on emploie ce mot pour ou contre ce parti-là? Et puis, c'est intéressant parce que si ce parti-là est diabolisé, quel parti est déifié, du coup? Parce que le diable, c'est un opposé. Mais dans un opposé, il y en a toujours deux. Il y a toujours un autre extrême. Le contraire de diable, c'est Dieu. Donc, qui se place en Dieu, en sauveur, en tout ce qu'il y a de plus beau et lumineux? Si un parti est assimilé au diable, un autre parti est assimilé à Dieu. Et là, ça devient super intéressant. Ça devient super intéressant en termes de terminologie, en termes de mots utilisés. Donc, l'un est assimilé au diable. L'autre est assimilé à Dieu, au Sauveur. Très bien. Mais, attends, pour juste recentrer les choses là, tu sais, et être un peu moins dans l'émotionnel. On parle de parti politique. Enfin, on parle pas de la fin du monde, quoi. On parle de parti politique. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant au lendemain, donc ce lundi 1 juin,
que j'ai trouvé hyper intéressant d'observer sur les réseaux sociaux, quoi, d'observer en étant la plus objective possible, des réactions des gens qui réagissaient à l'émotion. Et ça m'a super attristée, en fait. J'ai trouvé ça trop dommage que des gens qui ont pourtant de la réflexion, qui ont pourtant de l'intelligence, de la culture, enfin voilà, des gens qui ont des outils, eh ben, tomber, selon mon point de vue, dans le panneau de voilà, en fait, c'est ce que ça me fait à chaque élection et surtout quand il est question de l'extrême droite. Voilà, il y a ce truc-là qui est vraiment figé dans le temps, figé dans les émotions, putain. C'est... voilà, le Front National, c'est un espèce de truc, on n'y touche pas. Et même en te disant ça, tu vois, là je fais mon podcast, il y a plein de passages que j'ai moi-même supprimés parce que, comme si je devais prendre des putains de pincettes pour parler d'un parti politique. Alors que je t'ai expliqué en amont que je ne crois pas en la politique, en tout cas pas en ces gens-là, quoi. Et pourtant, je ressens ce besoin, parce que moi-même, j'ai été biberonnée à ça. Moi-même, j'ai été manifestée. Moi-même, j'ai vu, je crois que c'était Jean-Marie Le Pen contre Chirac, il me semble. Moi-même, voilà. Moi, la première, hein, je veux dire. Hein, j'ai été dans ce truc-là. Ce truc émotionnel, en fait. Mais ça... de mon point de vue, c'est du fake. C'est du fake. Quand on arrêtera de jouer avec les mots, quand on arrêtera de déguiser la vérité. Tu vois, encore un autre mot, ça. Déguiser la vérité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un mensonge. Quand je déguise la vérité, je mens. Mais un mensonge, ça te fait un truc émotionnel, tu vois. Alors que déguiser la vérité, tu sais, il y a plutôt un truc circonstanciel. Pourtant, dans le sens des choses, ça veut dire la même chose. Mentir ou déguiser la vérité, il n'y a pas une grosse différence. C'est peut-être d'ailleurs ça notre particularité française, moi qui parle anglais. C'est vrai que des fois je souffre dans cette langue anglaise qu'il n'y a pas assez de subtilité, comme dans ma langue française. Et pourtant, à l'inverse, je trouve que l'anglais est beaucoup plus fluide et organique, peut-être, que le français, où il y a trop de subtilité et on s'y perd. Et on peut trop en jouer. Mensonge, vérité déguisée, la frontière est très mince, l'invisible est fin. Pourtant, dans notre esprit de français, il y a une nuance, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je l'entends, cette nuance. Ben, ouais, mais en fait, tu vois, c'est juste une nuance de circonstance, en fait. Parce que ça reste un mensonge, quoi. Mais il y a des circonstances atténuantes. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, pour terminer, je voudrais te questionner sur les médias. Est-ce que tu sais que les médias français... alors, je connais très bien les médias français, mais je ne sais pas dans le reste du monde. Enfin, grosso modo, c'est à peu près la même chose, mais... Est-ce que tu sais que la plupart des médias français sont possédés par des ultra-riches, des multimilliardaires, qui représentent 1% de la population française. Donc les 99 autres % de la population française ne sont pas multimilliardaires.
les multimilliardaires ont compris que le média est une source d'influence. Influence les peuples. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des instituts de sondage à Tire-Larigot, et voilà, ben oui, parce qu'ils ont très bien compris que maîtriser le verbe, maîtriser le sens des choses, maîtriser les émotions, parce que grâce à ça, ils maîtrisent nos émotions. Quand on te dit qu'un parti est diabolisé, toi, tu le fais instinctivement, t'as même pas besoin de réagir, en fait, t'as même pas besoin d'en être conscient, Amine. C'est ton corps, il le fait, ton esprit, naturellement, il le fait. Ce parti est diabolisé, boum, c'est le diable. Voilà, tu le fais naturellement, hein, t'as même pas besoin d'y réfléchir. Et ça, tu sais, ils l'ont bien compris, hein. Et ils ont quand même des dizaines et dizaines de personnes pour travailler sur le langage, hein, pas comme moi dans ce podcast. Et ouais, ils ont très bien compris que les mots, c'est le pouvoir. Hein. Et d'ailleurs, je t'invite, hein, va te promener dans une maison de la presse, voilà, en France. Va te promener et regarde les gros titres. N'achète rien, n'achète aucun magazine ou journal. Juste regarde les gros titres, puis les titres en dessous. Regarde les mots employés. Regarde 10 minutes, un quart d'heure de BFM TV, ou de LCI, ou de CNews, ou voilà, tous ces trucs mainstream qui te vendent de la peur, hein, déjà. Et regarde les mots qu'ils emploient. Écoute. Moi, j'aime bien de temps en temps regarder une allocution présidentielle ou un meeting à l'Assemblée nationale, etc. Alors, je me le fais 15 minutes maximum, parce que sinon, vraiment, ça m'atteint le système nerveux, mais j'aime bien essayer d'observer en observateur neutre. Juste, j'écoute, en fait. J'essaye pas de me dire telle partie, non. Lui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas. Non. Juste, j'écoute. Et là, tout prend son sens, en fait, parce que, du coup, je détache mes émotions de ce qui est dit. Simplement, j'écoute. C'est très difficile, parce que, en effet, il faut avoir cette capacité-là à couper avec les émotions. Il faut se mettre dans un état un peu objectif, même si c'est impossible, on est des êtres humains, c'est impossible d'être objectif. Mais c'est possible de faire attention à l'être, voilà, pendant quelques minutes. Fais cet exercice-là, ça prend quelques minutes, ça te coûte pas d'argent, essaye. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, tu l'as compris, cet épisode, il est pas du tout ni politique, ni apolitique, enfin, je sais pas, je pense qu'il est quand même assez engagé, mais t'as compris que le sens de cet épisode, c'est de te redonner le pouvoir. C'est reprends ton pouvoir. Et ce pouvoir-là que tu prends quand tu entends ton chef te parler, quel qu'il soit, selon ton point de vue. Et ouais, mais ça reste ton chef qui te parle. Et ton chef, il a d'autres points de vue que toi. Quel est ton point de vue à toi ? Quelle est toi ta philosophie et comment tu te places en tant qu'individu ? Et puis surtout, comme tu l'as compris dans cet épisode, moi, non, je ne vote pas. Non. Je pourrais t'expliquer pourquoi en long et en large. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Cette conversation-là, je l'ai eue 1000 fois avec 1000 personnes différentes. Voilà, on aboutit toujours à la même chose, c'est qu'on n'est pas d'accord. Ceux qui votent, votent, et puis ceux qui votent ne votent pas. Bon. Je crois pas qu'il y ait un réel bénéfice à parler de ça. Par contre, de mon point de vue, le bénéfice serait peut-être de voter autrement. Parce que, en effet,
je ne vote pas, c'est un choix conscient, c'est un choix citoyen que j'ai fait. Mais je vote d'une autre manière. Et je voudrais terminer là-dessus. Alors en effet, non, je ne vais pas au bureau de vote, je ne vais pas, moi, expatriée, je ne fais pas l'effort de machin, un truc, non, je ne vote pas pour un jeu qui, à mon avis, est truqué d'avance. Par contre, je vote différemment. Par contre, je sais quelle consommation j'ai. Je sais chez qui j'achète mes légumes ou ma viande. Je sais où je place mon argent en banque. Voilà, je vote d'une autre manière. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais te donner, si tu le souhaites, l'accepter. C'est que il y a plein d'autres manières de voter que d'aller dans les bureaux de vote. Il y a une manière citoyenne d'être qui est bien plus que ce vote démocratique qu'on nous vend. Je pense que oui, regardez où est-ce que tu consommes, où est-ce que tu achètes, quel forfait téléphonique tu achètes, qui appartient à qui, où est-ce que tu mets ton argent en banque, où est-ce que tu pars en vacances. Voilà, tout ça sont des petits actes citoyens qui te font voter. Voilà. Bon, et tout ça, ça n'a peut-être pour toi rien à voir avec la spiritualité, je sais pas, le yoga, l'accompagnement holistique. Ben, pour moi, ça fait partie des choses. Voilà, si tu me prends comme thérapeute ou comme amie ou comme podcasteuse, et ben voilà, pour moi c'est essentiel parce que la vie est vraiment globalité et on ne peut pas, de mon point de vue, dissocier ceci de cela. Je pense que c'est vraiment important de prendre parti, ouais, et ça rejoint mon podcast, hein, d'ailleurs, de prendre sa voix, de prendre parti, d'avoir des opinions, quoi, de défendre ces opinions-là, et ouais, il y en a marre, quoi, il y en a marre de se laisser faire, faut se battre un peu, là.